Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a environ une semaine, vous avez envoyé une tribune libre sur l'opération Ombouchou. Parler de Ombouchou 2, peut-être à venir. Mais en tout cas, vous revenez sur l'opération Ombouchou 1. Du coup, on va l'appeler comme ça. Mais déjà, vous avez ce titre où vous dites Ombouchou 2, montrer les muscles n'est pas montrer sa force. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut tirer les conséquences de la première opération. On a vu, et d'ailleurs j'ai tenu à le saluer dans ma tribune, on a vu des moyens conséquents déployés par le gouvernement que j'ai tenu à saluer. Seulement, comme vous me le disiez tout à l'heure, la montagne a couché d'une souris. Cette opération qui avait un objectif triple, à savoir la lutte contre l'insécurité, contre l'immigration clandestine et contre l'habitat indigne, n'a pas produit les effets escomptés. Sur l'immigration clandestine, on a vu un État comorien qui a fait obstacle à l'État français et malheureusement, l'État comorien a relativement réussi sa manœuvre. Sur l'habitat insalubre, on nous a annoncé des chiffres, je crois que c'était de l'ordre de 1000, et au final, c'était un nombre dérisoire. Et enfin, sur la délinquance, cette violence qui frappe quotidiennement les Mahorais et qui les empêche de mener une vie normale, mais qui frappe aussi les forces de l'ordre, continuent à prospérer. On a vu récemment, notamment dans la capitale de Sada, que cette violence s'étend de plus en plus. Et cette fois-ci, on a frappé un symbole parce que la ville de Sada était jusqu'ici épargnée d'une violence de cette ampleur. D'ailleurs, vous avez vu que je me suis permis l'expression de capitale morale compte tenu de la position de cette ville dans l'histoire politique de Mayotte, mais aussi au regard de la place cardinale que cette ville a occupée Comme toutes les villes de Mayotte, en beaucoup de ter- villes ont été en très, termes très d'influence. importantes également dans l'histoire de Mayotte, pas que Tout à Sada. fait. Et en termes d'influence culturelle et cultuelle, Sada continue aujourd'hui à montrer l'exemple, d'où cette dénomination de capitale morale. Et cette fois, je veux bien insister sur le fait qu'on s'attaque à un symbole et que cette violence a dépassé un cap. On ne s'étalera pas sur la question de la place qu'occupe Sada, mais sur cette opération Ombouchou, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on a vu une démonstration de force, hein. On n'a jamais vu autant de forces de l'ordre, autant de camions de forces de l'ordre arriver sur l'île. Et au final, on l'avait dit avant cette émission que la montagne a accouché d'une souris. Mais vous qui étiez en interne, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? D'abord parce qu'une opération de cette ampleur se prépare en amont. Il ne faut pas attendre le moment venu pour commencer à négocier avec l'État comorien, parce qu'on a vu dans le passé que l'État comorien a toujours été hostile à la politique de lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Et deuxièmement, les policiers, malheureusement, n'ont pas été associés à cette opération. Il s'agissait d'une opération de communication pilotée depuis Beauvau, et les acteurs qui luttent quotidiennement contre ce phénomène n'ont pas été associés Est-ce dans, que le dans problème, la c'est l'État préparation. comorien, réellement? Parce qu'on a vu qu'à l'interne, au niveau de Mayotte, nous, on a vu au niveau des magistrats, du syndicat de la magistrature, beaucoup étaient opposés à cette opération. Oui, tout à fait, mais les magistrats qui s'opposent, ils utilisent le droit. Si le droit lui permet de dire non, euh, ça veut dire que le problème est législatif. Et donc, il faudrait commencer par le début. Donc, c'est à nos parlementaires de faire le job. C'est à nos parlementaires, mais j'ai envie de dire aussi, c'est surtout au gouvernement. Vous avez pu remarquer qu'à Mayotte, lorsque les parlementaires font des propositions qui sont bénéfiques aux Mahorais, souvent le gouvernement s'oppose. En revanche, quand le gouvernement a un projet, et bien que ce soit contesté par nombre de Mahorais, eh bien le projet il passe en force. Donc il y a un problème de l'État vis-à-vis de la politique de sécurité et aussi de lutte contre l'immigration ici à Mayotte. Vous pointez du doigt un certain nombre de choses à faire, notamment au niveau pénal, contre la délinquance notamment, mais qu'est-ce que peut faire un juge quand il n'y a plus de place à Magicavo, quand il n'y a pas de prison pour mineurs à Mayotte? Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose. Et un juge a beau prononcer une peine d'emprisonnement il n'y a pas assez de place en prison. D'ailleurs, Mayotte fait partie euh, des... la maison pénitentiaire à Mayotte fait partie des établissements qui ont une surpopulation carcérale parmi les plus élevés.
Et donc, les juges, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose. Là aussi, il y a un manque de volonté politique. Je crois que prochainement, on aura un établissement pour mineurs, ce qui est une très bonne nouvelle parce que la délinquance à Mayotte, comme je l'indique dans la tribune, est essentiellement juvénile. Concrètement, aujourd'hui, parce que vous parlez aussi dans les propositions que vous faites, hein, de la surveillance de nos frontières, comment sont, d'abord, avant d'arriver sur votre proposition, comment sont protégées nos frontières aujourd'hui? Il existe aujourd'hui 6 radars euh, qui consistent à détecter l'arrivée de Kwassa. Les 6 radars sont vieux de plus de 15 ans et souvent, ils sont défaillants ou non fonctionnels. Ces radars sont complétés par une surveillance de la base navale au moyen d'un avion qui n'assure que 3 heures de surveillance par jour. C'est vous dire si les nombreux Kwassa qui arrivent à Biché le doivent à la défaillance des moyens de détection. Mais ça, c'est connu. Pourquoi on ne fait rien pour changer les choses? Eh bien, parce que on attend peut-être qu'on se bouge nous-mêmes ici à Mayotte pour faire des propositions de ma tribune. Et moi, ma proposition est celle-ci. Il faut fournir aux forces de l'ordre des drones longue élongation. Et ces drones pourraient remplacer à la fois ces radars défaillants, mais aussi l'avion de la base navale qui n'assure que 3 heures de surveillance. Les 21 heures restantes, il n'y a personne. Et donc, ces radars suffiraient à remplacer les deux, puis en plus, le coût serait moindre. Avec ces radars-là, on est assuré que tous les Kwassa seraient quasi systématiquement détectés. Mais vous me direz que la surveillance par des drones ne suffit pas s'il n'y a pas les moyens humains et les bateaux pour les intercepter. Je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des raids de Kwassa. Et lorsqu'un nombre important de Kwassa sont interceptés par des policiers, cela mobilise parfois l'ensemble des policiers qui sont engagés en mer. Il faudrait donc aujourd'hui doubler les moyens humains et les bateaux en mer de manière à ce qu'on ait constamment une surveillance en mer pour que les Kwassa qui jouent à cache-cache avec les policiers en mer ne puissent pas passer entre les mailles du filet. Vous nous dites que nos frontières sont surveillées pendant à peu près 3 heures de temps. Après, on a 21 heures où ça n'est pas du tout surveillé. Euh, du coup, ça veut dire que les chiffres de la préfecture, les chiffres qu'on nous sort très souvent, tous les 3 mois, je crois, pour lui dire qu'on intercepte de plus en plus de Kwassa, etc., c'est faux? Les chiffres sont vrais, on interpelle de plus en plus de Kwassa, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à Donc, il y en a bicher. beaucoup plus qui arrivent à rentrer. Pas beaucoup plus, pas forcément. On sait juste, ce dont on est sûr, c'est que le nombre de Kwassa interceptés sont supérieurs à ce qu'on a connu auparavant. Par contre, le nombre de Kwassa qui arrivent à bicher, on ne peut pas le savoir parce que, par définition, lorsqu'on n'arrive pas à les détecter, on ne peut pas savoir s'ils ont biché ou pas. Donc, les populations voient arriver des gens la préfecture n'est pas en mesure de déterminer combien ont pu passer entre les mailles du filet. Vous parliez des 3 heures de surveillance par la base navale. Les 21 heures restantes doivent être assurées par des radars, mais des radars, que je vous le disais, ne sont pas fonctionnels ou défaillants. Dans le cadre de l'opération Wambushu, on nous a annoncé un certain nombre de chiffres d'arrestations, de chefs de réseau, etc. Et une fois que l'opération est finie, on a vu à quel point finalement les actes de délinquance n'ont pas cessé. On voit Kombani ce week-end encore. On nous parle de Bandabois, vous nous parlez de Sada tout à l'heure. Qu'en est-il aujourd'hui réellement du démantèlement des réseaux, des têtes de réseau de ces délinquants? Je pense qu'il faut poser la question au ministre quand il viendra, parce qu'il a annoncé un certain nombre de personnes interpellées, identifiées comme étant chefs de bande, chefs de gang. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que les policiers, comme les Mahorais, constatent que la violence qui les frappe quotidiennement n'a pas changé. Elle continue à prospérer. C'est donc que l'opération Embouchou n'a pas tenu ses promesses. Sur les chiffres qu'annonce le ministre, moi, je suis curieux de savoir quel chef de gang a été interpellé. Nous savons qu'il y a eu des interpellations. Mais est-ce que ce sont des voyous avec j'ai envie de dire, le, le palmarès qu'on leur donne comme étant des chefs de bande, des criminels de renommée?
Je demande Vous à doutez? vérifier. Vous doutez? Je demande à vérifier parce que les Vous policiers. avez fait partie de cette opération. Vous avez vu les gens qui ont été interpellés et vous ne pensez pas que ce soit les têtes des réseaux? Alors, tête des réseaux, ça dépend qui identifie les réseaux. Parce qu'il y a réseau et réseau. On a des renseignements parfois par la population. Des fois, le petit délinquant du quartier peut être traité de chef de réseau. Il y en a parmi les interpellés. Mais je ne suis pas sûr que la totalité des interpellés soient des chefs de bande. Euh, et là, j'ai envie de dire, je vais vous poser la question comme tous les citoyens de l'île. Quand il y a des affrontements, pourquoi vous choisissez cette méthode de la dispersion de ces délinquants? Juste lancer de lacrymogène, ils s'enfuient, ils montent dans les hauteurs, et puis demain, on recommence, ou dans l'après-midi, on recommence même. Pourquoi cette méthode-là? Parce que la politique employée en ce moment, c'est de vouloir rétablir l'ordre, notamment dans les grands axes, quitte à repousser les agresseurs dans les périphéries. C'est d'ailleurs la doctrine qui est employée partout en métropole. L'objectif premier, c'est de rétablir l'ordre, puis par la suite, lancer une enquête pour pouvoir interpeller ceux qui ont participé à ces agressions. Mais le problème, c'est que en métropole, cette doctrine-là fonctionne bien, mais ici, nous sommes dans des zones rurales et on connaît, ces méthodes connaissent très vite des limites. D'abord, les dégâts collatéraux causés par ces gaz lacrymogènes sont énormes. Vous savez que les maisons à Mayotte sont souvent mal isolées. Et donc, la population reçoit plus de gaz que ces agresseurs qui, eux, sont couverts, qui portent des dispositifs, des t-shirts aussi, pour limiter l'inhalation. Et au final, c'est la population qui reçoit le plus de gaz lacrymogène. D'où ma proposition de privilégier l'emploi des armes intermédiaires de défense qui viseraient les agresseurs qui lancent des pierres directement. C'est quoi les armes intermédiaires? Il en existe plusieurs, vous en connaissez certains, comme le fameux flashball, le lanceur de balles de défense. Comme ça, on est sûr que le lanceur de pierres a été impacté plutôt que de gazer toute la population. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en utiliser parce que ça peut servir notamment dans diverses techniques de maintien de l'ordre ou de violence urbaine. Je dis simplement qu'il faut que l'usage soit fait avec parcimonie. Mais pourquoi on ne vous permet pas de les utiliser aujourd'hui? Les Les armes intermédiaires? Bien sûr qu'on nous permet de les utiliser. Seulement, on privilégie, j'ai encore l'impression, le gaz lacrymogène qui produit peu d'effets, si ce n'est d'impacter le plus souvent la population. Et pourquoi vous n'êtes pas, je vais aller jusqu'au bout de ma logique, pourquoi vous n'êtes pas stratégique? C'est-à-dire, OK, il faut libérer les grands axes, mais on sait très bien qu'en les dispersant, ils vont monter dans les hauteurs. Pourquoi il n'y a pas déjà des policiers qui les attendent dans les hauteurs? Est-ce que vous pensez qu'à Mayotte, on a assez de policiers pour faire ce genre de mission? On a la BAC, mais je crois qu'on a le GSP aussi, mais je crois que c'est insuffisant. En France métropolitaine, on déploie en ce moment, c'est le ministre Gérald Darmanin qui le fait, ce qu'on appelle des phares, les forces d'appui rapide. Ce sont des unités qui sont formées pour les violences urbaines. Mayotte, malheureusement, a été exclue de ce dispositif. On nous met à disposition le RAID, qui est une unité d'élite de la police nationale. C'est très bien que nous ayons cette unité à Mayotte, mais ce sont des agents formés pour les grandes menaces telles que le terrorisme, les prises d'otages d'ampleur, mais ils ne sont pas faits pour gérer des violences urbaines par des petits lanceurs de pierres. Donc aujourd'hui, l'unité du RAID à Mayotte n'est pas du tout adaptée pour vous? Pas adapté pour ce dont on les emploie, mais je pense je suis persuadé qu'il faut garder cette unité à Mayotte compte tenu de la menace terroriste éventuelle. Merci beaucoup, Jamaldine Jabiri, d'avoir été notre invité. Merci à vous.